Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Simon Barbeau, le PDG de Brandt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Alors Brandt, pour celles et ceux qui l'ont oublié, qui ne le savent plus, c'est une marque française. Il faut le dire parce qu'il ne reste plus tant que ça dans l'électroménager, petit et gros électroménager. On pense évidemment à Seb, mais il y a aussi Brandt. Brandt, ce sont les marques Vedette, De Dietrich, Sauter, c'est ça? Et Brandt. Et Brandt, évidemment. Et donc tout ça nous fait 6% de part de marché. À peu près, c'est ça, entre 5 et 6% de part de marché. Au-dessus, il y a qui? Il y a des gros acteurs, il y a des gros acteurs européens. Nos concurrents principaux, c'est Electrolux, Bosch Siemens, et puis Whirlpool, qui est un acteur mondial. Et puis on voit arriver des acteurs asiatiques, donc c'est un marché assez compétitif sur lequel le plus gros a combien de part de marché? Sur le marché français, on va dire entre 10 et 15%. Pour les plus gros? Oui. Bon. Sur les appareils de cuisson, vous êtes leader. Tout à fait. Donc devant toutes ces marques qu'on vient de citer, françaises ou étrangères. Effectivement, donc on parle de four, de table à induction. Nos produits emblématiques, c'est effectivement des produits de cuisson fabriqués dans nos usines en France. On est leader sur les tables à induction, par exemple. Il faut savoir que historiquement, c'est le groupe Brandt qui a inventé l'application de l'induction à la cuisine. Et aujourd'hui, environ une table à induction sur 5 qui est vendue en France est vendue par le groupe Brandt et fabriquée dans nos usines. Et donc c'est 50% de votre chiffre d'affaires? C'est ça, à peu près. Alors qu'on fait en France et aussi qu'on exporte. On vend la marque de Dietrich également dans des pays européens, en Asie, et on exporte des produits fabriqués en France qui sont vendus en Asie. Bon, le fait que les Français passent de plus en plus de temps dans leur cuisine, because of télétravail, because of confinement, même si maintenant ça paraît un peu plus loin, tout ça, ça a joué vraiment? Oui, alors le marché, traditionnellement, le gros électroménager est un marché assez stable, entre plus 2 et moins 2%. Ce n'est pas des startups. Le marché est très, très régulier. Et on a connu en 2021 16% de croissance sur le marché français. Donc c'est une année exceptionnelle. Donc forcément, il y a ce que vous évoquez. Qui faisait suite à 2020 qui était... À l'équilibre finalement, avec un creux au début d'année avec le premier confinement et puis une reprise du marché assez rapide. Ah, plus 16, c'est un boom ça. Hein. C'est un énorme Maintenant, boom. Si on Barbeau, on veut ça tous les ans. Hein. On veut du 16% tous les ans. On aimerait bien, nous on serait ravis. Après, je pense qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, un effet accélération lié au changement de mode de vie. Le fait de passer plus de temps chez soi, de cuisiner avec les enfants, on veut un meilleur four pour faire des meilleurs gâteaux. Et puis, comme on passe plus de temps chez soi, on utilise plus le lave-vaisselle parce qu'avant, on déjeunait au restaurant entreprise, on sortait avec les amis le soir. Là, on passe plus de temps, donc on s'équipe. Soit on a des équipements de complément, soit on renouvelle nos équipements pour avoir des choses plus performantes. 16% de croissance, c'est le marché ou c'est vous? Non, c'est le marché. Brandt, on a fait bien mieux que ça. Le marché sur les tables de cuisson ou sur l'ensemble de l'électroménager? L'ensemble de l'électroménager. Le marché du gros électroménager français a fait environ 16% de croissance en 2021 par rapport à 2020. Là où vous avez fait 40. D'accord. Donc d'où le gain de part de marché. Exactement. On est dans une phase de croissance. Les Français nous font confiance, nos distributeurs nous font confiance. Distributeurs, je suis allé voir sur votre site, c'est Boulanger, c'est Cdiscount, c'est voilà. Darty, Fnac Darty, on va tous les citer, mais effectivement, c'est les distributeurs spécialisés, les cuisinistes, puisqu'on achète aussi de l'électroménager par les cuisinistes, ou comme vous l'avez dit, des pure players qui sont en train d'émerger, Cdiscount notamment, et qui jouent la carte du gros électroménager. Ce n'est pas le cas d'Amazon, par exemple. Amazon ne distribue pas ou très peu de gros électroménagers, pour des raisons de logistique. En fait, ce sont des colis qui ne sont pas des tailles standards par rapport à leur business, leur cœur business. Donc tout ça nous mène en chiffre d'affaires sur 2021 à plus de 200 millions? Oui, plus de 200 millions quasiment, et puis on vise presque 300 millions cette année, puisque même si on ne fera pas 40% de croissance, on vise environ 20% de croissance cette année. Ça se présente bien, bon, je sais que on est au début, on n'est même pas mi-janvier, mais est-ce que ça se présente bien alors que beaucoup de commerçants disent, alors tous secteurs d'activité confondus, que se plaignent un peu d'un manque de fréquentation évidemment aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit, c'est difficile sur 10 jours de janvier, parce qu'après le recul qu'on a, de sortir une tendance. Le début d'année est correct. On fait un bon début d'année. Après, le mois de janvier, c'est rarement un mois très représentatif pour le gros électroménager. En fait, on sort de Noël, on n'a pas envie de changer sa cuisine. On a d'autres choses. Un de cadeaux. Voilà. Donc, c'est difficile pour nous. Il y a une grosse incertitude, comme on en a parlé. 16% de croissance, alors qu'on est habitué à un marché qui, depuis 20 ans, fait plus de -2. Forcément, il y a des questions sur ce qui va se passer après. Mais nous, on reste confiants. On pense qu'il y a des atouts. Et comme on l'a dit, indépendamment de la variation du marché, nous on est dans une logique de conquête de parts de marché par rapport à nos concurrents. Donc même si le marché était flat, à l'équilibre, on pense qu'on peut continuer notre conquête de parts de marché et donc développer nos ventes. D'autant qu'encore une fois on le disait, vous êtes l'un des derniers fabricants encore une fois d'électroménager sur le sol français. Il y a Seb, dont je n'ai pas la proportion d'ailleurs, parce qu'une partie qui est en France, une partie qui est à l'étranger.
chez vous, c'est quoi, quels sont les chiffres? C'est la moitié de votre chiffre d'affaires qui est réalisé? C'est ça. Alors c'est un petit peu le hasard, enfin on ne cherche pas à faire 50%. C'est mais... le hasard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait que ce soit pile 50%. Ah oui, d'accord. Non, c'est le hasard qu'on produise en France. Non, non, le pile 50%. En fait, il faut savoir qu'on a une stratégie par produit. On fabrique en France la cuisson, vous l'avez dit, et on fabrique dans d'autres pays, dans différentes régions donc du tout monde. Ce qui est cuisson, tout ce qui est cuisson, c'est fabriqué. Four, table à induction, table gaz. Tout ça, c'est fabriqué en France. Exactement. C'est fabriqué dans les usines qu'on voit derrière nous, à Orléans et à Vendôme. Et donc, on massifie évidemment le maximum de volume sur nos lignes pour avoir des effets d'échelle. Et alors, pourquoi la cuisson? Comme je l'ai dit... Ah oui, c'est vrai, ça, si on va voir. Pourquoi la cuisson? Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres produits. Non, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison interne. C'est lié au savoir-faire de Brandt. En fait, si on fait ça, c'est parce que c'est l'histoire du groupe. Donc, on a des hommes et des femmes qui savent développer des produits de cuisson, qui savent les fabriquer. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire derrière tout ça. On se dit qu'un produit électroménager, c'est un produit standard, mais c'est assez compliqué à fabriquer. Ça fait en termes de techno, en termes de qualité, savoir-faire. D'électronique, oui, d'arriver à faire 200 000, 300 000, 500 000 pièces de la même famille de produits et qu'il n'y ait pas de problème de qualité, que le produit soit performant. C'est les produits, on a parlé, on est sur un marché disputé, donc c'est des produits qui doivent évoluer techniquement. Aujourd'hui, on a des produits qui sont connectés, qui cuisinent tout seuls. Vous mettez votre rôti de bœuf, le four est froid et vous le sortez, vous le servez à vos invités, vous n'avez rien à faire. C'est un positionnement haut de gamme, vous écoutez, ou en fonction des marques de Dietrich, Brandt, Sauter, vous avez chaque gamme qui a un positionnement différent? Alors, nos marques ont un positionnement différent. Moi, je fuis l'idée qui consiste à dire qu'en France, on peut fabriquer avec le haut de gamme. Je pense que c'est une erreur stratégique monumentale, puisqu'en fait, si jamais on veut arriver à avoir des produits compétitifs fabriqués en France, il faut qu'on ait des volumes. Et 90% des marchés que je connais, ce sont des pyramides. C'est-à-dire que le haut du marché, il y a peu de volume. Il y a de la valeur, mais il y a peu de volume. Donc nous, vous l'avez dit, avec nos différentes marques, en cuisson, on a la marque Brandt, qui est vraiment une marque cœur de gamme. Sauter un petit peu au-dessus, et De Dietrich, qui est une marque beaucoup plus premium. Donc effectivement, on couvre différents segments avec différents produits, mais l'ensemble de ces produits sont fabriqués en France. Et on continue à investir dans notre usine française pour qu'on reste compétitif, même sur des fours d'entrée de gamme Brandt. C'est ça le sujet, parce que sur De Dietrich, effectivement, si c'est plus haut en gamme, on peut vendre plus cher, il y a de la compétition et le Made in France, c'est moins problématique. Sur des produits d'entrée de gamme, je ne sais pas d'ailleurs si on peut qualifier Brandt d'entrée de gamme ou de milieu de gamme. Cœur de gamme. Milieu de gamme, cœur de gamme. Comment on fait quand on produit en France, pour être compétitif? Encore une fois, face à des pays à bas coût qui produisent pour moins cher. Alors, on est créatif et il y a plusieurs choses. Parce que les lave-linges, si vous ne les produisez plus en France, c'est qu'il y a une raison, je veux dire. Oui, parce que vous avez raison, plus le produit devient ce qu'on appelle une commodité ou un standard, plus c'est difficile de se différencier et donc plus il y a des effets d'échelle. Il y a par exemple des usines qui fabriquent des lave-linges ou des réfrigérateurs qui fabriquent des millions de pièces. C'est plus que nos ventes sur 3 ans ou sur 5 ans. Donc forcément, on ne peut pas se battre. La cuisson, c'est un domaine un petit peu différent. D'une part, il y a encore beaucoup d'innovation et on l'a vu. Finalement, quand on passe du temps chez soi, on ne se dit pas que je vais changer de frigo pour mieux conserver mes aliments. En revanche, avoir un four ou une table de cuisson plus performante, ça permet de faire des recettes différentes et d'avoir un résultat culinaire, gastronomique, gustatif, merci, plus sympa. L'autre raison, c'est que les cultures culinaires sont assez différentes dans les régions du monde. Donc la table à induction, par exemple, c'est un produit qui est européen. On trouve quelques autres marchés dans le monde, mais ce n'est pas un produit mondial. Donc certains acteurs hésitent à jouer cette carte-là, des acteurs qui ont des vocations vraiment mondiales, en se disant, en fait, on ne va pas pouvoir vendre dans tous nos marchés. Le four, c'est pareil. On a le four pyrolyse en France, c'est-à-dire qu'on aime bien ne pas nettoyer son four, donc avoir la fonction pyrolyse qui va nettoyer. Ce n'est pas le cas dans tous les marchés. La pyrolyse n'est pas développée partout. Donc on a des produits qui sont plus locaux, donc moins d'effets d'échelle chez les concurrents, et nous, du savoir-faire. Donc ça veut dire abandonner, rationaliser, c'est le terme plus à la mode, et plus politiquement correct, rationaliser sa gamme de produits, accepter de sortir de certains petits ou gros électroménagers? Alors, tout à fait. Je ne dirais pas sortir, mais vous avez tout à fait raison, c'est faire des choix. En tout cas, délocaliser. Exactement. C'est-à-dire faire des choix. Délocaliser, c'est toujours... c'est connoté. C'est connoté, produire dans les un bons, pays les méchants. à bas coût. Non, ou produire dans d'autres pays où, dans certains cas, on a aussi certains produits qu'on achète en Italie, qu'on achète... Donc, on s'approvisionne aussi dans des usines, certaines à bas coût, certaines dans des pays voisins. Mais en fait, là où on a les effets d'échelle, c'est-à-dire qu'effectivement, vouloir tout fabriquer en propre dans nos usines en France, ça serait une erreur et ce qui conduirait finalement à ce que l'électroménager disparaisse, ce qu'ont fait certains de nos concurrents et ce qu'on a fait aussi à un moment. Donc il faut faire des choix là où on a quelque chose à raconter, parce que c'est le premier. Donc la cuisson, le four, la cuisson, on a des choses à raconter. Là où on a un savoir-faire, là où nos marques, où c'est cohérent avec nos marques, parce qu'effectivement l'histoire du groupe est autour de la cuisson.
Et puis, effectivement, après, il faut être malin. C'est-à-dire qu'en termes de production, on ne peut pas concevoir nos produits, les fabriquer exactement comme quelqu'un qui va en fabriquer 10 millions, sinon on en fabrique 500 000. Donc des lave-linges Brandt, il y en a, et ils ne sont pas produits en France. Non. Ils sont produits où d'ailleurs? Ils sont fabriqués en partie en Algérie, puisqu'on a un actionnaire algérien qui a investi au moment de la reprise dans un site flambant neuf en Algérie pour être capable de fabriquer certains produits très proches de l'Europe, et puis certains en Asie. D'accord, ça c'est donc pour le lave-linge. Pour le réfrigérateur? C'est pareil, dans notre usine en Algérie, on est capable de fabriquer des réfrigérateurs, et puis le complément en Asie. Bon. Vous redoutez un jour d'être contraint de délocaliser ceux qui restent aujourd'hui, qui produisent en France, ou vous battez évidemment pour éviter ce scénario-là, mais... Alors, je suis peut-être un optimiste ou un idéaliste. Moi, je pense que ça va être de plus en plus facile, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'on voit accéléré par la crise de la Covid. Ouais, parce qu'on parle, on parle de réindustrialisation, donc vous êtes à fond là-dedans en disant qu'on peut, aujourd'hui, avec les impôts de production, avec le taux d'IS qui a baissé... Et le client, le consommateur, il ne faut pas oublier que chaque consommateur a un rôle à jouer dans tout ça. C'est-à-dire que fondamentalement, l'écart de prix sur un produit électroménager qu'on va garder 10 ans, 15 ans, il est minime. Ouais, mais c'est le prix qui fait la décision d'achat, on va pas se oui, mentir. Oui, vous avez raison, mais parfois, entre 479 et 499, le consommateur peut se poser la question de se dire, finalement, est-ce que ça vaut le coup, sachant que je vais garder le produit 15 ans. Donc je pense que le consommateur, on voit dans les critères d'achat, fait remonter l'origine de fabrication, l'empreinte carbone, tous ces sujets-là. Vraiment aujourd'hui, c'est en train de remonter. C'est-à-dire que le premier critère, vous avez raison, ça reste le prix. Bah ouais. Mais... l'origine de fabrication, on l'a vu dans certaines études, c'est passé de la 10e place à la 5e place. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça va contrebalancer totalement le prix, mais ça veut dire que ça remonte. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, il ne faut pas l'oublier, nous, on fabrique en France, mais on fabrique en France parce qu'on a un engagement sociétal, parce que c'est notre histoire, mais aussi parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure façon d'avoir des excellents produits. Et aujourd'hui, nos produits, si vous allez voir des tests indépendants par des organismes, soit sur Internet, soit autres qui font des tests, nos produits sont dans les premiers du marché. Donc ils sont non seulement fabriqués en France, mais c'est aussi les meilleurs. On peut faire du cœur de gamme, du milieu de gamme en France, compétitif et de qualité. Compétitif par rapport, encore une fois, à des productions qui sont faites au Maghreb, en Asie. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le client n'est pas prêt à payer plus. Donc si on a 20% du marché sur les tables à réduction, c'est qu'on est dans le marché. C'est-à-dire qu'on vend au même prix que les autres. Peut-être qu'on a des marges, on accepte d'avoir des marges un peu plus faibles. C'est ça mon sujet. Mais il y a ça aussi, c'est qu'effectivement, on accepte d'avoir un modèle peut-être un petit peu différent, avec des marges un peu plus faibles, ou comme je l'ai dit, on va faire des choix plus forts, d'aller sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Si je vous parle beaucoup des tables à induction, c'est parce qu'effectivement, c'est encore un segment sur lequel il y a de l'innovation, c'est un segment technologique sur lequel on arrive à se différencier et où nos concurrents ont du mal. Sortir une belle table à induction avec une zone libre, etc., qui fonctionne bien, c'est difficile. Donc, comme nous, on arrive à le faire, on arrive à être un peu leader en termes de prix et sur ces segments-là. Mais donc, on ne fait pas tout dans nos usines. Simon Barbeau, la France, c'est ça, c'est 80% de aujourd'hui votre activité. Je ne dis pas que c'est trop, évidemment, mais... Quand on a ce savoir-faire, notamment sur l'étape de cuisson, il y a cette ambition d'aller accroître la part de marché à l'étranger. Et ça se passe comment Alors, comme on l'a dit, on est dans une phase de croissance. C'est-à-dire qu'on a redéfini des priorités et clairement, notre objectif, dans un premier temps, c'était d'aller chercher sur le marché français nos parts de marché naturelles, ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième étape de croissance, évidemment, à l'international. Après, croître à l'international, tous les marchés sont très compétitifs, donc il faut faire attention parce qu'il y a un gros ticket à l'entrée. On est une entreprise de taille intermédiaire, on n'est pas un grand groupe international qui a des dizaines de millions d'euros à mettre en sponsoring, etc., pour créer de la notoriété. On l'a dit, la marque est importante, ça nous sert sur les marchés où on est présent historiquement, ça nous dessert sur les marchés où on n'est pas présent. C'est-à-dire que le client indien, américain, canadien, il va aussi se raccrocher à des marques et forcément certaines de nos marques ne sont pas du tout connues. Donc dans cette croissance internationale, on doit être sélectif, chercher là où on est. Et vous irez où alors? On est en train de regarder, ça fait partie de nos grands chantiers 2022. On a déjà, je l'ai dit, une présence en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, par l'intermédiaire de l'empreinte géographique de notre actionnaire. Donc on est déjà sur ces territoires-là, on va essayer de croître sur ces territoires-là. Et après, pour aller plus loin, on est en train de regarder quels sont les marchés intéressants. Et moi, je reviens toujours aux consommateurs. Les marchés où on a une histoire à raconter aux consommateurs. Si on n'a rien à raconter ou qu'on raconte la même histoire que les autres, il ne faut pas y aller. Parce qu'on n'arrivera pas à se différencier. Et dans un marché comme le nôtre, il faut qu'on arrive à se différencier, sinon on rentre dans la guerre des prix.
et on ne peut pas se battre dans la durée avec uniquement le prix. Justement, sur la guerre des prix, j'aurais dû commencer par ça, parce que juste avant, vous avez vu, on a fait un sujet sur l'inflation en France. Est-ce qu'elle sera dans un an sous 2%? C'est la prévision, en tout cas le souhait du gouverneur de la Banque de France. Est-ce que vous... c'est Ikea, je crois, qui disait qu'en début d'année, que ses prix allaient augmenter en moyenne de 9% sur leurs produits. Est-ce que vous aussi, il y a un sujet, parce que derrière, il y a les questions de transport, de pénurie sur les intrants, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce que vous faites fort de prendre ça sur vos marges, qui sont un peu plus faibles, si j'ai bien compris, que d'autres dans le secteur? Non, alors, il y a un énorme sujet, il ne faut pas dire un sujet, c'est un énorme sujet qu'on a, et votre invité était extrêmement bien renseigné et extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il y a eu la hausse de prix qu'on a commencé à avoir sur 2021, la répercuter dans nos schémas est compliqué parce qu'on ne fait pas du B2C, on fait du B2B2C, c'est-à-dire que nous, on vend à des distributeurs qui revendent, donc il y a des négociations de prix, enfin tout un cycle qui est assez long. C'est sûr que les prix vont augmenter en 2022, c'est une nécessité, puisqu'aujourd'hui, il y a deux... Et de combien? C'est la question, ça. Les chiffres qui étaient avancés étaient les bons, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de 10%. Je veux dire, la réalité de l'augmentation de nos coûts, elle est au-dessus de 10%. Oui, mais comment vous allez la répercuter auprès de vos clients? C'est ce qui est en cours. On est en discussion avec nos partenaires distributeurs qui, eux, ont aussi une vision de l'équilibre vis-à-vis du consommateur final. Et donc, on est en train de mener ces discussions-là. Mais oui, aujourd'hui, les coûts de production ont augmenté fortement avec 3 éléments. Le premier, c'est la hausse des matières premières. Le deuxième, c'est le fret maritime, puisqu'il y a quand même des flux, quel que soit qu'on importe des composants, etc., il y a toujours des flux, donc le fret maritime nous impacte fortement. Et puis les salaires. L'inflation, il faut que nos salariés, on soit aussi en capacité de les augmenter pour arriver. Donc au final, alors, une gazinière, un four augmentera de combien cette année si on prend en prix public, ça va dépendre de la stratégie aussi des distributeurs. On se rentre entre 0 et 5 Je pense même plus. Enfin, si on devait répercuter la réalité de l'augmentation, on serait au-dessus. Après, moi, je ne rentre pas dans la politique commerciale de chacun des distributeurs. Nous, on est en train de mener ces négociations. Après, à chaque distributeur aussi de voir, comme vous l'avez dit, ce qu'il prend sur sa marge ou ce qui répercute au consommateur. On parlait tout à l'heure de conquête de parts de marché, c'est vrai à tous les niveaux. Dans ces moments d'augmentation des prix, on sait que tous les acteurs jouent des stratégies différentes. Certains répercutent 100% de la hausse, d'autres choisissent de mettre comme un investissement quelque part en termes de conquête client. Ok, il reste un truc, ce que je fais sur votre site hier, j'ai regardé en me baladant un petit peu, comme si je voulais m'acheter une machine à laver Brandt, elle était en rupture de stock. Est-ce qu'il y a beaucoup, c'était le hasard encore une fois, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'articles aujourd'hui en petit électroménager et gros électroménager qui sont en rupture de stock? Alors, sur nos sites français, on n'a aucune problématique. C'est-à-dire que sur la cuisson qu'on maîtrise de A à Z, on a réussi à traverser sur tout ce qui est four, les fours, parce qu'il y a eu des difficultés de pénurie sur l'acier l'année dernière qu'on a résolu. Et puis sur l'électronique, on a beaucoup parlé des composants électroniques. On va en parler aussi. Le fait qu'on maîtrise 100% de l'électronique de nos produits, on a été capable de faire des composants. Mais sur tout ce qui est produit en dehors de France, donc machine à laver, réfrigérateur, lave-vaisselle. Lave-vaisselle, c'est un produit qui est très demandé aujourd'hui. Là, pour le coup, il y a de la rupture de stock. Alors là, on a eu une année 2021 difficile sur certains produits. Les lave-vaisselle, l'ensemble de l'industrie était rationné. Moi, je pense qu'on aura moins de difficultés sur 2022. Après, ça va être une question de prix aussi. Bon voilà, le prix, l'alpha et l'oméga comme souvent, mais pas seulement. Allez, merci d'avoir été avec nous. Simon Barbeau, donc le PDG de Brandt, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Marque française depuis 60 ans. Tout à fait. Allez, merci, au revoir. Merci à vous.